Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette première Unipop 2026 en deux villes en ville, en direct avec de nombreuses salles. Donc, vous avez vu ou vous allez voir un film exceptionnel, donc L'Agent secret de Kleber Mendoza Filho, et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Maud Thiriot. Vous pouvez venir me rejoindre. Bienvenue. Donc, Maud Thiriot, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée. Vous êtes bien évidemment spécialiste du Brésil contemporain, donc, et notamment des forces armées, de l'appareil répressif de l'extrême droite, des réseaux de l'extrême droite sous la dictature. Vous avez publié La politique en uniforme, l'expérience brésilienne 1960-1980 aux presses universitaires de Rennes en 2016, et vous avez dirigé Mon cher Lula, lettre à un président en détention aux éditions Anamosa en 2022. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation, et donc à vous la parole. Bonsoir à toutes et tous. C'est un grand plaisir d'être face à ce public en présentiel aussi nombreux et dans toutes les villes qui ont été citées. Donc je vais vous présenter un certain nombre d'éléments sur non pas le film que pour certains vous venez de voir, mais pour une bonne partie d'entre vous que vous allez voir dans quelques instants. Et donc par souci de ne pas gâcher le plaisir de la découverte de ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas encore vu, je vais vous donner plein d'éléments qui vont faire écho à ce que vous avez vu pour ceux qui ont vu le film et qui vont aider à comprendre le film dans la foulée, mais je ne vais pas faire une étude du film en lui-même. Je vais donc vous parler de la période qui est celle dans laquelle se déroule l'histoire de l'agent secret, qui est la dictature militaire brésilienne. C'est un régime qui est peu connu en Europe, à l'étranger, en France en particulier. Ça ne fait pas partie des marqueurs de l'histoire latino-américaine du XXe siècle. Plus généralement, le Brésil, l'histoire brésilienne est assez peu identifiée par des éléments qui auraient traversé l'Atlantique pour marquer notre culture, que ce soit notre culture historique ou notre culture populaire, comme peut l'être la Révolution mexicaine, par exemple, ou un certain nombre de grands personnages politiques latino-américains, comme Juan Perón en Argentine. Il est plus difficile d'accrocher, si vous tentez dans votre imaginaire, de tenter d'accrocher des éléments de l'histoire brésilienne, et en particulier du XXe siècle brésilien. Vous allez découvrir que c'est plus compliqué que pour certains pays de ce sous-continent. Ce qui est identifié en général au Brésil, en France, mais en général à l'étranger, ce sont des marqueurs culturels liés à une identité nationale relativement peu politique. On associe le Brésil à la musique, au carnaval, à certaines pratiques sportives, mais pas à des éléments d'une histoire politique bien marquée. Il existe un certain nombre de figures politiques dans l'ultra-contemporain qui sont bien connues des opinions étrangères, en particulier des figures présidentielles dans un régime qui est très présidentialisé. On connaît la figure de Lula, on connaît la figure de Dilma Rousseff, on connaît une figure plus sombre, plus récente, qui est celle de Jair Bolsonaro, mais c'est en général assez difficile de les relier et de relier l'histoire très contemporaine du Brésil à cette actualité. Et aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est justement du lien entre l'histoire très contemporaine, et en particulier l'histoire des années 60 aux années 80, c'est-à-dire l'histoire du régime militaire brésilien, à l'actualité. Pourquoi spécialement parler non pas simplement de la dictature militaire, mais des liens avec l'actualité? Parce que nous nous trouvons dans une période de grande intensité politique au Brésil depuis une petite dizaine d'années, dans laquelle le passé récent et le passé dictatorial fait puissamment écho. On s'en rend très bien compte d'ailleurs depuis quelques années en France par le cinéma, par
un film de l'an dernier que vous êtes probablement nombreux à avoir vu, qui s'appelle « Je suis toujours là » de Walter Salles, de 2024, qui est un film qui porte très directement sur les années de plomb et sur la disparition d'un député travailliste en 1971, Ruben Spaive, qui est un symbole de l'intensité de la répression pendant les années de plomb au Brésil. Un film qui a eu un écho considérable, qui a été un succès de box-office au Brésil considérable et qui a montré, après la fin du mandat de Jair Bolsonaro, à quel point la dictature militaire était un sujet brûlant sur la scène publique, et je reviendrai sur cette question dans mon exposé. Et puis donc, une année plus tard, l'agent secret de Kleber Mendonça Filho, qui a la dictature à la fois pour contexte et pour objet, qui en trace un portrait plus compliqué, plus tardif que le film de Walter Salles, mais qui montre bien à quel point ce régime fournit des éléments d'un arrière-plan de l'histoire où un État violent mais aussi corrompu maquille sous un vernis de modernité la violence et la libération d'intérêts individuels. Ces deux films, 2024-2025, nous montrent que la manière de parler de la dictature nous parle du présent, par des producteurs culturels comme les cinéastes, mais qui font écho à des profonds débats dans l'opinion publique, des débats qui concernent une société très polarisée depuis environ le milieu des années 2010. Donc ma présentation va suivre ce fil. D'abord, je vais vous raconter de la manière la plus accessible et problématisée possible un récit de la dictature militaire brésilienne. Et puis, je vais vous montrer comment la dictature, après un temps d'oubli et de silence, est devenue un objet de dispute, en particulier dans le cadre de l'ascension de l'extrême droite et de l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro en 2019. Donc, la dictature militaire brésilienne est un régime qui a duré de 1964 à 1985. Et donc, c'est un régime qui fait suite à un coup d'État qui permet à des hauts gradés des forces armées d'occuper les plus hautes instances de l'État brésilien pendant près de 21 ans. Donc, comme je vous l'ai dit, la dictature en particulier est peu connue en Europe, en particulier en France, si on la compare par exemple aux régimes voisins qui sont les régimes argentins ou chiliens. Il existe à cela plusieurs raisons. D'abord, comme vous l'avez entendu, le coup d'État a lieu en 1964. C'est donc un coup d'État relativement précoce par rapport au Chili ou à l'Uruguay de 1973, à l'Argentine de 1976, lorsque en Europe et à l'étranger, l'imaginaire associé aux dictatures militaires latino-américaines n'est pas constitué. C'est aussi un régime qui produit un moins grand nombre d'exilés hors des frontières, et les exilés ont été responsables de la dénonciation des violences d'État dans leur pays d'origine et de la divulgation de cet imaginaire négatif des dictatures militaires. Et c'est, on va le voir, un régime qui a été un régime de très forte oppression, qui a été un régime modèle pour les régimes voisins, les dictatures voisines, mais qui a été un régime qui est parvenu à mettre à bas l'opposition, armée et non armée, avec une moindre létalité que les pays voisins. Et ce qui a beaucoup marqué les opinions étrangères, c'est la létalité. C'est le fait d'avoir un certain nombre de milliers de morts et de disparus. C'est les raisons pour lesquelles, probablement, votre imaginaire de la dictature militaire brésilienne est moins net et moins ancien que, par exemple, l'imaginaire de la dictature chilienne du général Pinochet. Donc, cette dictature, elle commente par un coup d'État en 1964 qui renverse une démocratie de relativement fraîche date, car à cette époque-là, la République d'abord n'existe au Brésil que depuis 1889, c'est-à-dire plus tardivement que la plupart des pays latino-américains qui sont des républiques depuis le début du 19e siècle, depuis leurs indépendances. Et puis c'est une république un peu plus récente et qui a été marquée par une démocratisation tardive, interrompue d'épisodes autoritaires, en particulier une dictature déjà sous la férule d'un politicien civil qui s'appelait Getúlio Vargas entre 1937 et 1945.
Donc démocratie de constitution et massification récente, et démocratie où les analphabètes, par exemple, n'ont pas le droit de vote, où certains partis, en particulier le Parti communiste, est interdit. Donc c'est l'interruption d'un régime qui est une démocratie récente et incomplète, mais néanmoins un régime démocratique, et c'est une rupture franche. Les militaires s'emparent du pouvoir, la Constitution n'est plus respectée et le régime installé progresse vers un autoritarisme et une répression croissante. Alors pourquoi un coup d'État contre ce régime en 1964 ? Bien évidemment, du fait du contexte de la guerre froide, ce qu'on peut appeler la guerre froide latino-américaine, qui constitue une augmentation de plus en plus forte des tensions, en particulier après la révolution cubaine en 1959, qui installe Fidel Castro au pouvoir et un régime marxiste-léniniste dans l'île des Caraïbes. Et la révolution cubaine constitue une radicalisation des tensions dans l'ensemble du sous-continent américain entre des mouvements de gauche, qu'ils se revendiquent ou pas du communisme ou d'un réformisme social, et l'ensemble de forces conservatrices qui considèrent de plus en plus franchement et de plus en plus violemment qu'il est nécessaire de modifier le fonctionnement des sociétés et de l'État pour se protéger contre une révolution communiste. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Brésil, en 1964, il n'y a pas de révolution en cours, il n'y a même pas de mouvement armé. Il existe une gauche progressiste, nationaliste, sociale, qui utilise la mobilisation populaire due à une industrialisation qui a produit un mouvement ouvrier de plus en plus mobilisé et mobilisable pour introduire des réformes sociales dans le régime démocratique. Et cette absence de révolution n'empêche pas une panique contre-révolutionnaire qui s'accroît au début des années 60 dans un certain nombre de secteurs conservateurs. L'armée au premier chef, on peut l'imaginer, mais aussi les milieux d'affaires, la grande presse conservatrice, une partie de la classe politique et des intellectuels. Donc, on pourrait résumer le coup d'État de 1964 comme une contre-révolution anticommuniste dans un pays où il n'y a pas de révolution communiste en cours. En effet, le régime qui est renversé est à ce moment-là dirigé par un président que vous voyez à l'écran, à côté de Mao et à côté de Kennedy, qui est Juan Goulart, qui est au pouvoir de 1961 à 1964, un homme politique du Parti travailliste qui tente à cette époque-là de tenir une voie intermédiaire sans s'identifier à un camp autour d'une ligne de réformisme modéré au cœur de la guerre froide latino-américaine dont je vous ai indiqué qu'elle se tendait de plus en plus depuis 1959. Et cette ligne, en fait, que tente de maintenir Juan Goulart, se révèle assez rapidement intenable du fait de la bipolarisation croissante de la population, avec d'un côté une mobilisation des catégories populaires urbaines autour d'une radicalisation des mesures de réforme agraire, de réforme fiscale, de réforme sociale, de réforme urbaine, qui manifestent, qui occupent les rues pour faire pression sur le gouvernement de centre-gauche afin que ces lois soient votées. Comme vous pouvez le voir à l'écran, une grande manifestation en mars, juste avant le coup d'État, qui réclame la fin de la grande propriété terrienne, des trusts, la légalisation du Parti communiste, qui à ce moment-là tient une ligne légaliste. Et de l'autre côté de la barricade, pourrait-on dire, des grandes manifestations, une capacité qu'a eu la droite, qu'ont eu les secteurs conservateurs, à également mobiliser la bourgeoisie et les classes moyennes autour d'une panique anticommuniste teintée de profonde religiosité. Vous voyez à l'écran, à droite, le Brésil ne sera pas un nouveau Cuba. Vous reverrez cette pancarte 50 ans plus tard. Je vous fais un petit spoiler alerte sur la suite de ma présentation.
Donc cette situation de forte polarisation finit par exploser autour de la prise en main d'une conspiration qui est civile et militaire, mais dont un certain nombre de hauts gradés militaires prennent la tête pour renverser le pouvoir civil le 1er avril 1964. Alors le fait que ce soit des militaires qui prennent le pouvoir à cette époque-là n'est pas une nouveauté radicale ni au Brésil ni dans la plupart des pays d'Amérique latine. Ce sont des pays, pour la totalité d'entre eux, où il existe un rôle historique des forces armées comme puissance d'intervention politique, et le Brésil ne fait pas exception à aucun moment de l'histoire républicaine. Les forces armées n'ont été véritablement éloignées du pouvoir. La République elle-même a été installée par un coup d'État militaire en 1889. Et ensuite, les militaires ont été soit près du pouvoir, éminence grise ou éminence officielle. Donc, c'est relativement logique d'un point de vue historique que ces militaires prennent le leadership de la conspiration beaucoup plus vaste, qui considère que seul un régime autoritaire est à même d'empêcher la contagion communiste qui semble à même de faire passer l'Amérique latine du côté du bloc de l'Est. L'armée est aussi une force particulièrement leader du front anticommuniste parce qu'elle a été très touchée par des circulations qu'on appelle des circulations de théories dites contre-subversives ou contre-insurrectionnelles, qui circulent intensément depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis le début de la guerre froide, dans l'espace occidental, en particulier entre des grandes puissances coloniales, Grande-Bretagne et France au premier chef, et les États-Unis. Ce sont des espaces qui vont mobiliser un certain nombre de théories militaires pour lesquelles la nouvelle menace militaire est devenue une menace dissimulée dans la population, qui nécessite d'obtenir l'adhésion et de se fondre dans la population pour gagner des batailles, des guerres, soit d'indépendance dans des situations coloniales, soit révolutionnaires dans des situations qui sont marquées par un mouvement marxiste important. Et la France est en particulier une armée qui va développer de manière particulièrement poussée un certain nombre de ces théories contre-insurrectionnelles, et en particulier les exporter dans leur théorie globale, mais aussi dans les outils pratiques qui sont nécessaires à mettre en œuvre par les forces répressives pour démanteler ces armées clandestines dissimulées dans la population. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est parmi les images possibles de ces contacts entre des militaires brésiliens et un certain nombre de figures connues et importantes de la répression dans le cadre des guerres de décolonisation, en particulier en Algérie. Là, le général Ossares, qui est pris en photo avec des officiers dans un centre d'instruction à Manaus, en Amazonie, et qui montre les contacts qui se sont déroulés dans les années 60 et les années 70. Et on configure une internationale répressive axée sur ces théories contre-insurrectionnelles. Donc les militaires prennent le pouvoir au Brésil dans ce cadre, autour de deux grands combats, la lutte contre le communisme qui est absolument centrale, et la lutte plus générale contre une classe politique républicaine qui est considérée comme en général corrompue par l'augmentation de la voilure de l'État, par les politiques sociales, l'embryon de politiques sociales qui ont été mises en œuvre, qui sont considérées comme ayant dégradé la qualité de la République et auxquelles les militaires prétendent mettre un grand coup de balai à partir d'un régime fort,
menée par ces figures qui se présentent comme elles-mêmes probes. Bien entendu, elles ne le sont pas, mais elles censurent qui pourrait dire le contraire. Et donc c'est contre à la fois la politique civile républicaine et la menace communiste que les militaires renversent le pouvoir civil en avril 64, avec des images. Je vous mets des images. Elles sont parfois à expliquer, parfois elles sont illustratives. Hein. Vous voyez à gauche, au premier jour d'avril 64, les tanks qui défilent sur une grande avenue qui passe devant le ministère de l'armée de l'époque. Vous pouvez reconnaître avec une horloge derrière la gare centrale de Rio qui s'appelle Central do Brasil, autre film de Walter Salles que je vous conseille, même s'il ne parle pas du tout de la dictature. Et sur la partie droite de l'image, la couverture d'un magazine qui s'appelle Manchetti, où on voit le premier président de la dictature militaire, général d'armée évidemment, Castelo Branco, qui revêt l'écharpe présidentielle et qui est investi comme président au premier jour d'avril, enfin le 15 avril 1964 plus précisément. Alors ce coup d'État, il se déroule sans une intervention étrangère explicite et directe, même si les services secrets américains et l'ambassade sont tenus informés de la conspiration et appuient fermement les putschistes. Mais c'est une situation assez différente, par exemple, du Chili en 1976, où le protagonisme des services secrets américains a été direct et crucial dans le renversement de la démocratie chilienne. Ce coup d'État, il est immédiatement baptisé révolution, ce qui est intéressant dans le cadre de militaires qui prétendent lutter contre une révolution communiste, une révolution démocratique, une révolution rédemptrice, une révolution glorieuse. On voit déjà à quel point les jeux d'appellation sont importants pour légitimer les processus politiques, pour quelque chose qui est le contraire d'une révolution démocratique. Appelons-le une révolution démocratique. On voit bien que la post-vérité, en fait, n'est pas une invention de l'extrême droite contemporaine. C'est un phénomène politique, hein, ce coup d'État, qui bénéficie d'une couverture compliquée à l'étranger. Hein. Alors là, on voit la couverture du Figaro, qui reprend le mot de révolution, qui ne désigne pas le renversement de la démocratie par les mots de coup d'État, et qui va être le marqueur, hein, d'une image relativement positive du régime militaire brésilien dans ses premières années, dans des journaux conservateurs ou peu identifiés politiquement à l'étranger, qui font écho, hein, à la couverture brésilienne par la presse de ce coup d'État, qui est une presse possédée par un nombre restreint de familles, de grandes familles, très liées au milieu d'affaires, et qui vont accompagner dans ces premiers temps, de manière unanime, le coup d'État comme un geste qui aurait sauvé le pays d'une révolution communiste imminente. Cette complexité de l'image de la dictature militaire brésilienne, dont je vais vous montrer quelques visages que vous connaissez peu, à tout à droite, le premier président de la dictature militaire, Castelo Branco, avec les lunettes sombres et une moustache fine, le second président, général Costa e Silva, et plus au centre, le deuxième personnage en partant de la droite, Ernesto Geisel, dont vous reconnaissez probablement le visage pour ceux qui ont vu l'agent secret à l'instant, parce qu'on voit souvent son visage affiché sur les murs des institutions publiques, puisque c'est le président en exercice au moment où se déroule le film. Alors, ces présidents, pourquoi je vous montre leur visage? Pour vous indiquer, pour vous donner un point d'accroche, pour vous parler de la complexité de cette dictature. C'est un régime qui est un régime profondément militaire et militarisé. Tous les présidents sont des militaires. La majorité des ministres, hein, environ une moitié des ministres sont des militaires. L'ensemble des institutions publiques voient leur direction militarisée.
C'est un régime qui met en place des persécutions politiques, qui permettent d'assurer l'absence d'alternance, des arrestations violences, des emprisonnements, l'utilisation de la torture systématique comme outil de terrorisation des populations, qui vont provoquer des milliers d'exils, mais qui maintient une façade régulière, c'est-à-dire qui épure profondément les assemblées législatives, mais organise des élections, que seul le parti au pouvoir gagne, mais les élections sont organisées. Elles mettent au pouvoir systématiquement le candidat qui a été choisi par les hauts états-majors des forces armées, en particulier l'état-major des armées de terre, mais des élections indirectes ont lieu. La justice conserve une certaine indépendance pendant un certain temps, c'est-à-dire que les prisonniers sont arrêtés, mais bénéficient du soutien d'un avocat. Ils ne sont pas séquestrés clandestinement dans la majorité des cas, et ils perdent leur procès et sont donc emprisonnés, mais dans le cadre d'un fonctionnement qui n'est pas aussi radicalement attentatoire ou visiblement attentatoire à l'état de droit que dans un certain nombre de pays voisins. Il y a beaucoup d'explications à cette caractéristique de la dictature militaire brésilienne. La culture politique des élites brésiliennes, y compris des élites militaires, qui sont plus habituées à réussir à imposer leurs propres intérêts par des accords entre élites et qui parviennent à ne pas adopter des solutions politiques radicales. Et puis aussi du fait de la victoire rapide contre l'opposition de ces militaires qui n'ont pas besoin de radicaliser la répression parce que très rapidement, la bataille est gagnée. Au-delà des raisons spécifiquement brésiliennes qui configurent la nature de ce régime, je trouve qu'elle est intéressante pour montrer qu'il ne faut pas regarder bien loin pour comprendre que les démocraties et les dictatures ne sont pas des systèmes étanches et que l'époque des dictatures serait une époque révolue qui aurait transitionné vers l'installation de démocraties solides, mais qu'à l'époque aussi, les pratiques des violences policières, les pratiques de justice, les manipulations des élections ou la limitation des libertés électorales ont établi des régimes qui étaient des régimes intermédiaires entre des dictatures et des démocraties. Dans le cas du régime militaire brésilien, c'était une dictature, mais on voit bien que l'expérience de la porosité entre l'état de droit et les démocraties et les régimes autoritaires, c'est une expérience historique qu'on peut retrouver dans plusieurs pays et au Brésil en particulier. Alors, cette ambiguïté, ce régime un peu hybride avec une façade qui n'est pas évidemment une façade d'une dictature extrêmement répressive et qui ne retient pas ses forces de sécurité, c'est évidemment un outil de légitimation auprès de la population, auprès de l'opinion publique internationale, auprès des autres puissances. C'est un outil de domestication des forces d'opposition. Il existe par exemple une opposition au pouvoir militaire qui obtient un certain nombre de postes de députés, un certain nombre de petits bénéfices et de ce fait ne rentre pas dans un front d'opposition. Donc c'est un outil de légitimation et de domestication, mais c'est aussi un garde-fou. Le fait d'avoir une opposition qui n'a jamais le pouvoir mais qui peut s'exprimer à certaines occasions, le fait d'avoir une justice qui, à de larges périodes, a une certaine indépendance, est un élément pour expliquer la moindre létalité de la dictature brésilienne. Alors, la dictature, on considère que des victimes officiellement reconnues comme des victimes qui sont mortes ou qui ont disparu pour des raisons politiques pendant la dictature, c'est 500 personnes, ce qui contraste avec l'estimation de 30 000 en Argentine ou de 3 000 au Chili. Néanmoins, le Brésil est un pays d'une telle inégalité territoriale, sociale, ethnique, qu'il est extrêmement probable, voire certain, que toute une partie des victimes appartenant à des catégories dominées, à des victimes indigènes, des victimes rurales, n'ont jamais été comptabilisées parce qu'ils n'ont jamais eu les outils pour faire reconnaître leur statut de victime politique. Néanmoins, on peut considérer que dans les catégories d'opposants centraux, l'hybridité du régime a constitué une forme de protection contre le fait d'exterminer tout le monde, comme ça a été le cas en Argentine. Alors c'est un régime également, et c'est aussi ça qui le rend complexe, qui
se durcit par étapes, c'est qui s'installe en 1964 et qui va imposer une législation autoritaire et la construction d'un appareil de sécurité progressivement, ce qui peut s'expliquer par plein de choses, mais l'une des raisons étant que lorsque le coup d'État arrive, pour lutter contre les communistes, il n'y a pas de communistes contre lesquels lutter, et donc c'est un peu difficile de mener cette bataille lorsqu'il n'y a pas de mouvements armés qui vont naître en fait après coup et vont justifier aux yeux des militaires la constitution d'un appareil de sécurité. Alors pourquoi je vous dis que c'est un régime qui se durcit progressivement ? Ça peut expliquer par exemple l'image suivante, visite d'État du général de Gaulle en juin 64, donc 3 mois après l'arrivée au pouvoir des militaires au Brésil. Et alors vous pourrez remarquer à l'écran que celui qui est en uniforme n'est pas celui qu'on attendait, puisque c'est de Gaulle qui est en uniforme et Castelo Branco, le petit gars à droite, qui est en costume, cravate. C'est vous montrer la complexité de l'image internationale de cette dictature militaire qui, pour la couverture des journaux de l'époque, le pouvoir militaire, il est en France, il n'est pas au Brésil, du fait de simplement ce choix de port de l'uniforme à l'occasion de la rencontre entre les deux chefs d'État. Alors, le régime, comme je vous dis, se durcit. Je reviendrai ensuite sur 2 périodes à détailler qui sont les années de plomb et la transition démocratique. Mais il se durcit en particulier à partir de 1968, à l'occasion, dans un contexte, même si j'y reviendrai, c'est un peu difficile de faire du mouvement de 68 la raison de ou le déclencheur du durcissement du régime, mais en tout cas à l'occasion des grands mouvements et grandes manifestations étudiantes et ouvrières que le Brésil connaît, comme évidemment la France, mais également le Japon, les États-Unis, le Mexique. Les 68 sont en fait des mouvements globaux. Cette mobilisation collective qui identifie la dictature comme la raison, la cible des manifestants, ce qui est écrit sur la banderole à l'écran, c'est abat la dictature, le peuple au pouvoir. Même inscription sur ce graffiti, cette photo de graffiti en train de se faire, abat la dictature, dehors la dictature, juste en dessous. C'est dans le contexte de ces grandes manifestations que le régime va basculer vers un régime franchement autoritaire, fermé. Le Congrès est fermé à la fin de l'année 68 et se développe assez rapidement un appareil de sécurité civil et militaire tentaculaire qui va mettre à bas le mouvement étudiant d'abord et l'impossibilité de maintenir une mobilisation ouverte de la part d'un certain nombre d'organisations sociales va provoquer le passage dans la clandestinité de milliers de jeunes qui vont rentrer dans des organisations clandestines, elles-mêmes devenant la cible de ces organisations de répression de la dictature. Donc on est dans une logique de mécanique de radicalisation où la tentative d'un mouvement populaire qui s'oppose à la dictature va enclencher une radicalisation du régime et l'emprisonnement massif, la torture massive et l'extermination d'une partie des militants, qui sont des militants extrêmement jeunes, grande majorité d'entre eux à entre 18 et 25 ans, et qui vont pour partie être exilés et en partie disparaître. Donc voilà, c'est le début de ce qu'on appelle les années de plomb qui durent de 1969 à 1974. Donc vous pouvez avoir cette image de la recherche des terroristes et subversifs qui étaient activement recherchés par le pouvoir. Suite à cette période, aux années de plomb, commence un processus étonnant. Le Brésil est souvent un pays étonnant, vous allez voir, étonnant dans les imaginaires qu'on peut lui appliquer, puisque un nouveau général président, le 4e qui arrive au pouvoir, est élu dans une élection qui n'a rien à voir avec un scrutin démocratique, Ernesto Geisel, celui qu'on voit dans le film, et il met en place une stratégie de ce qu'il appelle une détente lente, graduelle et sûre, c'est-à-dire la transformation de l'autoritarisme du régime pour lever la pression sur la population. C'est une détente qui va durer 11 ans,
je ne sais pas si c'est vraiment un processus très long, entre 1974 et 1985, qui va être mené par ce général-président et par son successeur, et qui est relativement contre-intuitive, hein, puisque notre imaginaire est que le pouvoir militaire ne rend pas l'autorité de l'État de son propre gré. Donc on va voir comment penser les années de plomb et comment penser la transition démocratique, y compris parce que c'est des manières de penser qui nous permettent de comprendre pour les années de plomb, le film de Walter Salles, Je suis toujours là, et pour la transition démocratique, le film de Clément Mendoza Filho. Alors, je voudrais revenir sur les années de plomb. Alors, j'y reviendrai. Hein. Alors, les années de plomb sont marquées par la mise en œuvre d'une répression assez spécifique, parce que c'est une répression qui va placer la torture, une torture extrêmement au fait des méthodes les plus efficaces et les plus nouvelles expérimentées, en particulier par les grandes puissances coloniales, hein, la France et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, pas simplement dans des territoires coloniaux, mais aussi, par exemple, en Irlande du Nord. Et les militaires brésiliens vont découvrir que cette insertion dans des circulations internationales répressives qui leur permettent de dominer un certain nombre d'outils de la lutte contre-révolutionnaire va être extrêmement efficace contre l'opposition brésilienne, ce qui va justifier des emprisonnements de masse, c'est-à-dire de dizaines de milliers de personnes, très largement, la pratique systématique de la torture, même lorsqu'il s'agit de cibles qui n'ont rien à avouer sous la torture, mais dans ce cas-là, il s'agit d'un outil de terreur, et que la torture utilisée comme outil de terreur et utilisée comme outil de démantèlement des réseaux clandestins se révèle extrêmement efficace. Et en quelques années, entre 1969 et 1972, presque tous les mouvements clandestins sont exterminés au Brésil, exterminés comme organisation, même si les opposants eux-mêmes ne sont pas nécessairement eux-mêmes décédés. C'est aussi la torture qui va susciter un certain nombre des grands scandales qui vont fragiliser le régime. C'est le cas de l'assassinat sous la torture d'un journaliste et intellectuel très connu qui s'appelle Vladimir Herzog, qui va être victime de ce que les militaires appellent un accident de travail, c'est-à-dire une torture qui dérape et qui aboutit à la mort de l'opposant, du prisonnier, que les autorités ont tenté de faire passer pour un suicide. Hein, vous constaterez sur la photo de droite que la photo qui a été mise en avant pour justifier le suicide est une photo où donc un homme se serait suicidé à genoux. Hein, c'est quand même assez remarquable. Évidemment, l'opinion et l'opposition ne va pas croire cette version, et ça va être un des éléments qui va profondément fragiliser le régime à la sortie des années de plomb. Alors j'essaie de voir mon temps, ça va, je suis à peu près dans les temps. Cette répression, elle affronte des mouvements qui sont des mouvements armés, qui, comme je vous le disais, n'existaient pas en 64, mais qui s'organisent à partir du moment où l'ensemble des canaux démocratiques sont fermés, suite aux grandes mobilisations de 68, qui sont plutôt petits, qui suivent des lignes différentes, essentiellement de guérilla urbaine, même s'il y a une expérience de guérilla rurale à la fin de la période, et qui vont tenter de mettre en œuvre une résistance armée à ce pouvoir militaire avec des moyens, en fait, et une intensité de circulation internationale qui ne leur permettent pas de résister plus de quelques années. Avec quelques coups d'éclat, quand même, qui sont assez notables et dont je voudrais vous signaler l'existence. Un des coups d'éclat, des stratégies de ces organisations armées a été de séquestrer des diplomates étrangers et ensuite de négocier leur vie et leur libération contre la libération de groupes d'opposants qui étaient
envoyé, mis dans un avion et envoyé dans tout un tas de pays du monde. Et ça a été un outil de libération de plusieurs centaines d'opposants qui ont été envoyés au Mexique, qui ont été envoyés en Algérie, qui ont été envoyés dans différents pays du monde. En Algérie en particulier, peu après la fin de la guerre d'Algérie, et ça a été une question de politique nationale française d'ailleurs à cette époque-là. Une figure importante dont je vous signale l'existence, parce que, comme vous l'imaginez bien, elle va revenir dans mon propos, c'est la figure de Dilma Rousseff, qui est une jeune militante d'une organisation armée, elle-même n'étant pas une membre d'une branche qui pratique la guérilla armée. Elle est dans des sections logistiques, mais elle appartient à une organisation, à plusieurs organisations successives en fait, qui mènent de la lutte armée. Elle va être pour cette raison emprisonnée, torturée, placée dans une prison de femmes. Et cette expérience de la guerre révolutionnaire, très jeune, entre 19 et 21 ans, va marquer non seulement son expérience politique, mais évidemment son image et comment cette image va pouvoir répercuter, se réverbérer dans les conflits très contemporains dont je vais vous parler très, très vite. Alors, ce qui est important aussi à savoir, et je pense que c'est une leçon historique importante quand on parle de n'importe quel régime autoritaire, c'est que, évidemment, le coup d'État n'a pas été la réalisation d'un tout petit groupe de forces d'oppression contre une société qui était, dans son écrasante majorité, démocratique et rétive à l'installation d'un pouvoir militaire. La situation était beaucoup plus complexe que ça au moment du coup d'État. Et même si une partie de la population est sensible à la dégradation du respect de l'état de droit, des droits humains, à partir de l'installation des années de plomb, en particulier sous l'influence d'une Église qui s'éloigne du régime à partir de la fin des années 60. Il n'existe pas une société victimisée d'un côté et un pouvoir oppresseur et militaire de l'autre. C'est une image qui a été beaucoup divulguée parce qu'elle permet de reconstruire l'ordre démocratique, de la même manière qu'il a existé le mythe résistentialiste en 1945 en France, où l'ensemble de la société avait été une victime d'un petit groupe de collaborateurs associés aux Allemands. C'est une mythologie qui permet de reconstruire du commun et de ne pas essayer d'identifier toujours dans son voisin qui a été le collaborateur et qui a acquiescé soit à Vichy, soit à l'occupation. C'est la même chose dans le cadre de ces dictatures. Se construisent des mythologies et des légendes sur l'idée de militaires isolément responsables d'un régime d'oppression de l'ensemble de la population civile, ce qui empêche de regarder la collaboration des milieux économiques, la collaboration de la classe politique et l'ensemble de la variété de ces accommodements et acceptations dans la population elle-même, quand bien même ces secteurs populaires en particulier et les plus mobilisés sont l'objet d'une répression importante. En particulier parce que le pouvoir militaire brésilien est dans certains de ces secteurs modernes, embrasse une modernité dans la communication publique et a une politique de propagande assez moderne, assez innovatrice, avec la création de chansons, d'images, de slogans. Alors vous pouvez voir à l'écran, Brésil, aime-le ou laisse-le, qui est une reprise d'un slogan de la droite états-unienne, qui va avoir un grand succès au Brésil et qui est repris régulièrement par tout un tas de mouvements d'extrême droite depuis les années 70 ou 80. Capacité du régime d'instrumentaliser les victoires aux Coupes du Monde de foot et évidemment les progrès économiques, le miracle économique, c'est-à-dire la période de haute croissance qui va durer presque simultanément avec les années de plomb, ce qui est une vraie question, puisque alors que le régime radicalise ses logiques d'oppression, il développe une très grande croissance économique qui augmente les inégalités, mais qui globalement enrichit le pays et permet des investissements dans un certain nombre de grandes infrastructures clinquantes, ce qui va contribuer à ne pas détacher complètement toute une partie de l'opinion, et en particulier des classes moyennes, du pouvoir militaire. Malgré cette situation fragile sur certains points, en particulier parce que l'image du pays à l'étranger se dégrade quand même au fil des années de plomb, les deux derniers présidents
Ernesto Geisel à droite et João Figueiredo à gauche, donc au pouvoir entre 74 et 85, vont mettre en œuvre donc une ouverture contrôlée. Pourquoi ? Comment et pourquoi ? Comme je vous disais, on a toujours l'impression qu'une fois que les militaires au pouvoir, à part de les faire tomber par le soulèvement de la population, ils ne rendent pas le pouvoir de leur bon gré. Une des raisons est que les militaires brésiliens sont relativement convaincus que ça finira mal pour eux s'ils maintiennent le même niveau d'autoritarisme que celui qui a été mis en œuvre en 68-69, et qu'en l'absence d'une opposition, en 74 il n'y a plus de mouvement armé, il n'y a plus d'opposition radicale, tout a été exterminé, il n'est plus nécessaire de mettre en œuvre un type de gouvernement qui soit à ce point-là producteur d'opposition radicale dans en particulier les nouvelles générations ou les catégories de travailleurs. Donc ce qu'ils entendent faire, ce n'est pas rendre le pouvoir aux civils, c'est créer un régime qui soit structurellement conservateur et sous la tutelle des militaires. Et donc de ne plus avoir un régime de simple oppression, mais un régime où l'illibéralisme militarisé soit durable. On a retrouvé dans les papiers du général Geisel des projections jusque dans les années 2010. Donc il faisait travailler ses équipes sur des projections dans les années 70 jusque dans les années 2010. Donc c'était des secteurs de hauts fonctionnaires, civils et militaires, qui se projetaient dans l'installation d'une autre forme de régime qui ne soit pas une démocratie, mais qui ne soit pas une dictature aussi meurtrière et affichés que dans les pays voisins, qui leur permettent de garder le contrôle sur les politiques économiques, sur la répartition des richesses et sur leur propre destin, puisque l'une des idées de l'ouverture contrôlée était d'empêcher toute forme de représailles judiciaires à l'égard des militaires et des policiers qui avaient été responsables de la violence d'État. Et ils y sont parvenus, puisque en 1979, sous le gouvernement de Figueiredo, est promulguée une amnistie suite à une grande campagne de l'opposition en faveur d'une amnistie des prisonniers politiques et des exilés. Mais l'amnistie qui est finalement promulguée par les militaires est une amnistie pas complète, mais pour l'opposition, une amnistie anticipée de tout agent de l'État qui serait un jour accusé d'avoir commis des violences, des crimes ou des assassinats dans l'exercice de ses fonctions en tant que militaire ou en tant que civil. Et c'est une amnistie qui n'a jamais été remise en cause au Brésil, ce qui fait que aucune condamnation effective de policiers ou de militaires pour les crimes commis, la torture systématique et les assassinats n'a jamais été réalisée au Brésil. Néanmoins, cette stratégie de Geisel, de Figueiredo, de contrôler l'évolution du processus leur échappe. Puisque les portes et les brèches qui sont ouvertes dans l'autoritarisme, l'allègement de la censure, les directives qui sont données aux services de sécurité pour essayer d'éviter de tuer les gens sous la torture, et les sanctions lorsque des opposants meurent, le fait de donner plus de latitude à l'opposition dans un certain nombre d'élections, en particulier des élections locales, tout ça finit par échapper au pouvoir militaire, en particulier dans le cadre de grandes mobilisations. Alors des mobilisations étudiantes, d'abord en 77, et à partir de 78, des mobilisations ouvrières, en particulier dans la région très industrielle du Grand São Paulo, qui voit se réaliser pendant plusieurs vagues, mais pendant 3 ans, des grèves ouvrières absolument massives qui vont être un espace de fermentation d'une alternative en fait, politique de gauche au pouvoir militaire. Vous reconnaissez le personnage à l'écran, là aussi, vous vous doutez bien qu'il va revenir un peu plus tard. Luiz Inácio Lula da Silva, qui est un leader syndical, pas spécialement un opposant à la dictature antérieurement,
pas spécialement communiste, pas du tout communiste d'ailleurs, son frère était communiste. Lui, il a été mis à la tête du syndicat des métallurgistes d'une ville de banlieue de São Paulo, justement parce qu'il n'était pas politisé et que comme ça, il allait pouvoir rester et ne pas être évincé par les militaires. C'est comme ça qu'il est rentré dans la vie politique et syndicale, Lula. Comme quoi, il y a des détours de l'histoire qui sont assez étonnants. Mais finalement, il devient un syndicaliste, il monte les échelons du syndicalisme et il devient le leader des grèves de 78 à 80. Il est emprisonné brièvement par la police politique de São Paulo. Il devient un leader national qui est un des éléments, un des nombreux éléments de fragilisation de la stratégie militaire de contenir à maintenir le pouvoir. Les grandes mobilisations de la transition se poursuivent avec la dernière fondamentale, la grande mobilisation pour établir les élections directes pour la présidence de la République. Le mouvement des diretas, des directs, entre 83 et 85, 84 plutôt d'ailleurs, et qui va échouer. Les élections ne sont pas rétablis aux élections directes, mais qui va provoquer une conscientisation et une mobilisation de la population qui va finir par permettre que ce n'est pas le candidat du régime, comme ça a été toujours le cas, qui est élu, et c'est le candidat de l'opposition, d'une opposition modérée. Et donc, c'est ce qui met fin, en fait, au régime militaire, à la dictature militaire en 1985. Donc 21 ans d'histoire, 64-85, qui se termine dans cet entre-deux, entre une amnistie qui reste, qui empêche un processus de retour sur ce qui s'est passé véritable, en particulier qui empêche une justice, en même temps une population mobilisée, des victimes reconnues, un désir de la part de tout un tas de mouvements sociaux, étudiants, ouvriers, syndicaux, de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et ce qui inaugure, c'est sous ces auspices qu'est inauguré ce qu'on appelle la Nouvelle République, c'est-à-dire le régime qui a commencé en 85 et dans lequel le Brésil est toujours aujourd'hui. Et c'est une situation, en fait, qui va d'abord se manifester par l'effort de collectifs, en particulier des collectifs d'avocats, de journalistes, de familles, de religieux, pour révéler des archives et faire la lumière sur les violences qui ont été commises, et en particulier sur l'usage de la torture, qui est un peu à la fois le symbole, le marqueur et ce qui va spécifier le Brésil dans le sous-continent. Non que dans les autres pays on n'est pas torturé, mais au Brésil, la répression est passée par la torture, une torture professionnelle au top de ce qui se faisait dans les pays occidentaux et qui a été ensuite exportée aux pays voisins dans ces manières d'être appliquées les plus efficaces. Donc il y a cet effort dont vous voyez un exemple à l'écran, un grand projet qui se développe entre 1979 et 1985, qui s'appelle le projet Brasil Nunca Mais, Brésil plus jamais, qui est un projet absolument fascinant où des prisonniers qui voulaient obtenir de bénéficier de la loi d'amnistie de 1979 avaient accès pendant 24 heures à leur dossier d'instruction auprès de la justice militaire. Dossiers qui ensuite n'ont jamais été ouverts. Et des collectifs militants ont dit, bon, on va renéotyper pendant ces 24 heures, on va organiser le fait d'avoir suffisamment de machines pour renéotyper l'ensemble des dossiers d'instruction de toutes ces personnes, de ces centaines de personnes. Donc c'est des millions et des millions de pages qui ont été dans la fenêtre de 24 heures où les avocats pouvaient consulter les dossiers, ont été photocopiés. Ça a donné plus de 2 millions de pages de documentation qui documentent les violences, les rapports d'autopsie, les témoignages des policiers, tout un tas de choses qui étaient passées par la justice et qui a constitué un énorme patrimoine qui révèle la violence d'État au Brésil et qui est un énorme événement en 1985. Et puis, à partir de 1985, d'autres sujets prennent le pas dans la scène publique. L'Assemblée constituante, la décision de la Constitution, les nouveaux mouvements sociaux, l'affrontement entre une droite et une gauche assez radicale à l'époque, représentée par le Parti des travailleurs, et la gestion du passé dictatorial passe complètement au second plan de la scène publique. À partir du début des années 90, c'est plus un sujet central du débat public brésilien, la dictature militaire brésilienne.
En particulier parce qu'il n'y a pas eu de procès, évidemment, puisqu'il y a eu la loi d'amnistie. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de publicisation des versions des deux parties. Et les seuls dispositifs de ce qu'on appelle justice transitionnelle, c'est-à-dire manière de gérer le passé tel qu'il a été passé violent, hein, soit après des guerres civiles, soit après des régimes répressifs, en fait se réduit à des dispositifs qui sont des dispositifs de réparation que les victimes doivent solliciter. C'est-à-dire c'est des dispositifs que les familles ou les personnes qui elles-mêmes ont été lésées, torturées, qui ont perdu leur emploi, doivent constituer un dossier et le soumettre à une commission judiciaire pour espérer obtenir des indemnisations. Mais il n'y a aucune perspective de condamnation des coupables et aucun discours public. Et ça, c'est à peu près la situation pendant 20 ans. C'est-à-dire jusqu'à milieu des années 2000, fin des années 2000, la dictature, on ne ferait pas ça par exemple en France, on ne ferait pas ça à l'étranger. Ce n'est pas un sujet en fait de parler de la dictature militaire brésilienne, ni au Brésil, ni à l'étranger. Cette situation d'absence de gestion du passé, elle se traduit pourtant par des legs évidents qui sont liés à l'absence d'épuration, à l'absence de procès, à l'absence de discours public sur ce qu'a été la violence d'État, et en particulier l'énormité du problème de la violence policière dans le Brésil des années 80 et 90, dans un contexte d'explosion de circulation des drogues, de circulation des armes, mais aussi dans un contexte où les mêmes policiers qui pourchassaient les communistes dans les années 70 sont ceux qui sont toujours en poste dans les grandes métropoles, en particulier du Sud et du Sud-Ouest, et qui pourchassent les pauvres et ceux qu'ils considèrent être des narcotrafiquants. Et on a une continuité absolument claire entre la violence de la dictature militaire et la violence des années 80, 90 et 2000, qui va rediriger les mêmes méthodes, y compris les assassinats sommaires, y compris la pratique de la torture, y compris les disparitions forcées, à l'égard de la jeunesse des périphéries, très impliquée dans le trafic. Alors il y a des moments symboles de ça, en particulier par exemple, très connu, ce massacre devant une église à Rio, massacre de l'église Candelaria, par des collectifs de policiers qui agissent en dehors des ordres de service et qui vont chasser les pauvres dans la rue et qui, dans ce cas-là, tuent une quinzaine de jeunes sans logis, pour une grande partie d'entre eux mineurs, tous noirs, de la manière qu'ils avaient d'agir en toute impunité pendant la dictature. Et cette très grande continuité entre la violence politique, son impunité, son extrême violence considérée comme une mission par ces forces de l'ordre, et exactement le même type de comportement sous la Nouvelle République à l'égard de populations criminelles, délictueuses ou simplement marginalisées, est quelque chose qui est aussi un des legs de la dictature, qui s'explique par l'absence de gestion de cet héritage et du passé récent. Alors, la situation, elle change au milieu des années 2000, à la fin des années 2000, pour plusieurs raisons. D'abord par l'arrivée d'une nouvelle génération qui n'a pas vécu la dictature, qui en a les mémoires familiales et qui se pose la question justement de la persistance de la violence policière, de l'absence de discours sur la dictature, du caractère très imparfait, incomplet, voire absent de l'enseignement sur la dictature dans le secondaire, et qui va porter une nouvelle génération qui revendique la justice, qui revendique un discours public sur le passé militaire, comme un collectif que vous voyez à l'écran qui s'appelle le Soulèvement populaire de la jeunesse, et qui va revendiquer pour la première fois, à partir de la fin des années 2000, une radicalisation des politiques de justice transitionnelle et surtout la justice et un discours public sur les violences d'État. Cette logique, elle est accompagnée par l'arrivée au pouvoir de Dilma Rousseff en 2010, qui a un rapport au passé qui est assez distinct de celui de Lula. Lula, c'est un personnage qui n'est pas issu, en fait, du cœur de l'affrontement et des années de plomb de la dictature militaire. C'est quelqu'un qui est un acteur de l'ouverture politique et de la construction du régime républicain, plus que des années de plomb et de l'autoritarisme militaire. Dilma Rousseff, elle a été en prison, elle a été torturée, elle a perdu la plupart de ses camarades dans la répression de la dictature, et elle va mettre en place un certain nombre de nouveaux dispositifs, l'ouverture des archives massive en 2011 et l'installation d'une commission nationale de la vérité en 2012,
qui n'a pas de pouvoir de justice. Il y a une enquête du parquet en même temps, mais qui de toute façon se heurte à la loi d'amnistie, mais qui établit un rapport public signé par la présidence de la République sur les violences d'État pendant la dictature, qui établit la liste de 376 responsables, auteurs de crimes, et une liste de victimes, et qui va mener ses travaux entre mai 2012 et décembre 2014. Cette commission, elle va aussi faire témoigner un certain nombre d'auteurs encore vivants de crimes. Vous voyez à l'écran le plus célèbre d'entre eux, le colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra, qui mourra 1 an et demi plus tard, qui a été le responsable de l'appareil de sécurité civile-militaire de São Paulo, qu'on appelle le Doi Code de São Paulo, qui est une figure très centrale, non seulement parce qu'il a été instructeur, responsable, acteur lui-même d'actes d'extrême violence, qui ensuite, il s'en est fait l'apologue. Il a été quelqu'un qui a écrit sur la répression en mélangeant un contre-récit faux, issu de la mémoire militaire, et une apologie de ce qui avait été mené sous la dictature. Et ce qui se passe, c'est que, pile au moment des travaux de la Commission nationale de la vérité, la Nouvelle République brésilienne connaît la crise politique la plus importante de son histoire récente, avec une confluence d'une très grave crise économique, qui est l'écho tardif de la crise des subprimes, l'explosion de scandales de corruption qui touchent l'ensemble de la scène politique, mais en particulier le Parti des travailleurs, qui est à ce moment-là au pouvoir depuis 10 ans, l'ascension d'une extrême droite dans l'espace occidental qui va porter Trump au pouvoir, mais qui a porté Orban, qui pousse très fortement dans l'hémisphère, enfin pas l'hémisphère d'ailleurs, dans l'espace occidental euro-américain, avec des théories de plus en plus radicales et conspirationnistes qui indiquent qu'une révolution communiste est en cours, en particulier par les mouvements féministes, les mouvements de défense des minorités en général, et que ce serait une forme de révolution qui serait en cours et qui nécessiterait un contre-pied radical et le fait de s'éloigner du fonctionnement de la démocratie. Tout cela conflue pour identifier dans le discours que porte la gauche au pouvoir, Dilma Rousseff au pouvoir, par la Commission nationale de la vérité, discréditer complètement tout le discours sur le passé qui va être porté par la Commission nationale de la vérité. Il se passe un effet complètement inverse de ce qui était attendu, c'est-à-dire que la polarisation de la société entre un centre-gauche et une droite qui est assez rapidement complètement engloutie par l'extrême droite, va en fait faire de la condamnation de la répression sous une dictature militaire un discours de gauche, ce qui n'était pas censé évidemment être le cas au moment de l'installation de la commission vérité. Et c'est quelque chose qu'on voit clairement dans les mobilisations pour la destitution de Dilma Rousseff. On voit que dans ces mobilisations, dont vous voyez un certain nombre d'images à l'écran, c'est évidemment des manifestations qui sont extrêmement conservatrices, qui finalement sont assez peu centrées sur la question de la corruption. On y reviendra si vous voulez dans les questions, mais qui sont des mobilisations très conservatrices sur tout un tas d'autres sujets, et en particulier l'idée qu'il faut assainir l'ensemble du régime par le retour des forces armées, par des outils autoritaires pour lutter contre ce qui serait une installation d'une dictature communiste au Brésil, qui sont en fait des propos qui circulent dans l'extrême droite occidentale. Il me reste 10 minutes, c'est parfait. Alors, bien entendu, une des figures de ce processus qui commence donc entre 2012 et 2014, plutôt 2013-2014, c'est un député qui est député depuis une éternité, 25 ans, qui s'appelle Jair Bolsonaro, qui est un ancien militaire parachutiste qui a été actif sous la dictature militaire, mais bien après les années de plomb. Donc il a probablement très peu lui-même ou pas du tout participé à la répression, même s'il aurait bien voulu, ça aurait accru son capital politique à l'extrême droite, et qui est devenu un espèce de député de bas échelon avec son électorat de niche de l'extrême droite locale à Rio de Janeiro, où il y a de fortes concentration d'un électorat très conservateur, parce qu'il y a beaucoup de militaires, beaucoup de casernes de policiers militaires, et que c'est un électorat qui vote pour Jair Bolsonaro depuis la fin des années 80.
depuis qu'il a été plus ou moins poussé dehors, pas vraiment radié des cadres, mais poussé dehors de l'armée après avoir mis des bombes dans des toilettes pour demander des soldes plus importantes. Je vous la fais courte, mais en fait, c'est l'idée. Bon, un personnage donc ridicule, très inséré dans une position très confortable au Congrès, où il ne prend jamais la parole, il ne propose jamais de projet de loi, mais il est réélu, et quand il prend la parole, c'est pour avoir des propos quasiment exclusivement portant sur la dictature militaire, où il porte la mémoire militaire d'une exaltation de la répression. Et qu'est-ce qui se passe avec ce personnage complètement périphérique, complètement excessif, de peu d'importance? Il va être porté par ce mouvement ultra-conservateur qui non seulement relie l'ensemble de la scène politique républicaine telle qu'elle a été installée depuis les années 80 à l'aune d'une polarisation où il y a une menace communiste imminente et qu'elle serait portée par l'ensemble des secteurs progressistes de l'État et de la population, mais que le modèle de ça, c'est la dictature militaire, et que, bien heureusement, les militaires ont vaincu les communistes en 1964, et qu'il faut refaire la même chose aujourd'hui, et exalter cette mémoire, et évidemment ne pas mettre en place des processus de justice à l'égard de ces agents de l'État. Donc on a un retournement complet par l'extrême droite du discours sur la dictature militaire, et ça commence avec Bolsonaro. Bolsonaro, il n'a jamais changé. Au moment où il rentre au Parlement, il a été élu dans plusieurs instances, conseil municipal, puis à l'Assemblée de l'État de Rio. Et quand il rentre au Parlement en 92, par le Congrès fédéral, il rentre avec ses bottes de militaire pour montrer qu'il va représenter la voix et les intérêts de l'armée à l'intérieur du Congrès. Et c'est ça qu'il va faire dans son ascension, en fait. Bolsonaro, en France, vous avez vu son existence, vous avez découvert son nom probablement au moment où il a été élu. Vous n'aviez jamais entendu parler de lui avant. Il faut savoir que pour toute une partie des Brésiliens, 6 mois avant l'élection, la plupart des gens n'avaient pas entendu parler de lui non plus. Son ascension a été véritablement fulgurante. Et cette ascension, elle se fait sous la tutelle de l'exaltation de la dictature et de l'exaltation en particulier de la figure centrale de la voix de la répression militaire, à savoir le colonel Ustra, dont je vous ai montré l'image du témoignage à la Commission nationale de la vérité, qui a écrit plusieurs livres, dont l'un qui s'appelle « La vérité suffoquée », à l'argument duquel la vérité sur ce qu'a été le régime militaire aurait été complètement recouverte d'un discours mensonger de la part de la gauche. Et Ustra va être une figure absolument centrale. Là, vous voyez un des fils Bolsonaro, Eduardo, celui qui est le plus proche des réseaux trumpistes, celui qui a organisé tout un tas de choses récemment, qui porte un t-shirt Ustra vivant, qui va accompagner la campagne de Bolsonaro. Et parallèlement, le Parti des travailleurs, et ce depuis 10 ans, met en avant des images qui sont liées au passé d'opposants de Lula, mais aussi de Dilma Rousseff. Donc on a vraiment une polarisation politique qui ravive la polarisation, pas de la dictature, des années de plomb spécifiquement de la dictature, avec l'appareil de sécurité dans sa plus radicale violence et les opposants. C'est un discours que Bolsonaro va tenir pendant l'intégralité de son gouvernement. S'il a quelque chose qu'on peut dire à son crédit, c'est qu'il est constant. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui change de discours. Il dit qu'il faut exterminer tout le monde, il dit qu'il faut exterminer tout le monde. Il ne change pas. Il n'extermine pas tout le monde, mais en tout cas, il n'a pas modéré ses propos et pas modéré son soutien au gouvernement militaire et à la dictature une fois arrivé au pouvoir. Ce qui est intéressant et ce qui est inquiétant, c'est que cette extrême droite qui se réfère fondamentalement au passé de la dictature et qui l'exalte, elle va perfuser dans la population. C'est-à-dire, vous le savez peut-être pas, je vous le dis, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, il ne faut pas croire les gens qui disent qu'ils vont bien se planter, comme ça va diminuer l'attrait qu'ils ont dans l'opinion. Quand l'extrême droite arrive au pouvoir, la population devient plus d'extrême droite. C'est ça qui se passe, et c'est ça qui se passe dans tous les pays qui ont mis l'extrême droite au pouvoir. L'ensemble des discours d'extrême droite sont légitimés, ils prennent de la place dans les administrations, ils prennent de la place dans les instituts d'enseignement, ils prennent encore plus de place dans les médias, et bien évidemment, le Brésil, qui a élu Bolsonaro en 2018, était beaucoup moins d'extrême droite que le Brésil qui n'a pas élu Bolsonaro en 2022. Et la population s'est radicalisée du point de vue des valeurs. Et ça se voit dans toutes les manifestations publiques qui apparaissent sous Bolsonaro, où il va y avoir de plus en plus de références
a appelé au pouvoir militaire à ne pas accepter une éventuelle défaite de Bolsonaro en 2022, de fermer le Congrès, vous voyez à l'écran, militaire, fermer la Cour suprême et le Congrès, d'appeler à refaire des actes d'exception comme l'AI-5, acte institutionnel numéro 5, qui a été l'acte qui a inauguré les années de plomb. Le militantisme bolsonariste s'est mis à embrasser l'exaltation de la dictature comme un outil du présent, comme exactement les mêmes outils qui seraient à même de maintenir l'extrême droite au pouvoir. Et c'est identifié comme tel par l'opposition, qui va y opposer l'idée de jamais plus la dictature et qui va reprendre les mots qui étaient ceux de la lutte contre la dictature. Alors, ce qui s'est passé, et je conclus pour laisser du temps un petit peu aux questions, c'est que finalement Bolsonaro a fait quelque chose que personne n'attendait, c'est-à-dire qu'il a perdu en 2022. Alors, on avait déjà vu Trump perdre une première fois, mais cette idée que finalement, même avec tous les outils de gestion de l'État, de pouvoir que l'extrême droite peut avoir en arrivant à la tête de l'exécutif, ils peuvent quand même perdre par l'exercice de la démocratie. C'est quand même un espoir, on peut voir ça comme ça. Mais les premiers auspices du retour de Lula au pouvoir, son arrivée au pouvoir, alors il l'a fait, Bolsonaro n'a jamais reconnu sa défaite, il est parti pour les États-Unis 3 jours avant le fait d'avoir à passer l'écharpe présidentielle à son successeur, qui du coup a pris tout un tas de représentants de diverses minorités, des indigènes, des handicapés, tout un tas de gens, des gamins, tout un tas de gens, des responsables d'organismes, de collectifs militants, voilà, et c'est ces gens-là qui lui ont passé l'écharpe présidentielle, ce qui était un beau geste de dire qu'il recevait l'écharpe du peuple et pas de son prédécesseur qui n'avait pas reconnu sa défaite. Et Lula, à cette occasion, a fait un discours d'investiture qui était un discours qui ressemblait à un discours de transition démocratique, en indiquant qu'il y avait eu des victimes. Effectivement, Bolsonaro, ça a été la gestion catastrophique de la pandémie, où il y a eu 700 000 morts au bas mot au Brésil, du fait d'une gestion anti-vax, négationniste, etc., de la réalité de la pandémie. Mais un discours aussi de réunification et d'absence de connexion entre ce qu'avait été le bolsonarisme et l'exaltation de la dictature militaire. Et puis, il y a eu le 8 janvier 2023, c'est-à-dire l'assaut de la place des trois pouvoirs par des militants bolsonaristes, par milliers, qui répètent le 6 janvier 2021, qui répètent l'assaut du Capitole par les militants trumpistes, qui quand même bougent les lignes, qui commencent à faire se questionner le pouvoir présidentiel sur la réalité, en fait, d'une appétence autoritaire ancrée dans un passé récent de la part de ce militantisme d'extrême droite. Néanmoins, Lula, dans ses déclarations ultérieures, et le ministre de la Justice aussi, tient à distinguer les risques à la démocratie qui sont posés dans le présent et le passé dictatorial. Pire encore, en avril 2024, c'est les 60 ans du coup d'État, et les militaires font pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il n'y ait pas de commémoration officielle, et l'exécutif, Lula, annule les commémorations officielles des 60 ans du coup d'État. Donc on est encore dans un moment très tendu. Ce qui va changer les choses, c'est l'enquête sur ce qu'il y a à l'arrière des images que vous voyez à l'écran, à l'arrière de l'assaut de la place des trois pouvoirs, où en fait une enquête révèle qu'il y avait une véritable conspiration organisée de longue date pour assassiner Lula, son vice-président, le président de la Cour suprême, et de renverser véritablement le pouvoir élu et de rétablir un gouvernement d'extrême droite qui va mener un procès à la Cour suprême et à la condamnation à 27 ans de prison de Jair Bolsonaro le 11 septembre 2025. 11 septembre, une date symbolique, puisque c'est la date du coup d'État au Chili du 11 septembre 1973. À ce moment-là, véritablement, le discours du pouvoir change. L'association entre le passé récent, l'impunité maintenue des putschistes depuis longtemps, et en particulier depuis la dernière dictature militaire, et la nécessité de rompre avec une règle d'impunité, commence à apparaître. C'est l'un des discours du personnage important de la Cour suprême, du juge de la Cour suprême qui va mener l'offensive judiciaire contre Bolsonaro, qui a dit explicitement l'amnistie
de 79 ne nous a pas servi. Cette transition d'amnistie est en fait une impunité à l'égard de ce qui porte atteinte et qui menace la démocratie, ça doit cesser. Et donc, au cœur de la Cour suprême, le lien entre l'impunité post-dictatoriale et la nécessité de la justice suite à l'autoritarisme de cette nouvelle extrême droite globale a été mis sur le devant de la scène. La bataille n'est pas perdue, donc, mais la bataille n'est pas gagnée. Parce que la classe politique brésilienne demeure très conservatrice et continue de mettre en avant la possibilité, qui est une possibilité probable, d'une loi d'amnistie qui serait une grande loi qui aurait un bénéficiaire, Bolsonaro. Vous savez, c'est les profils de poste où il faut être spécialiste de la production des haricots verts en 1972. Ben là, c'est une loi qui bénéficierait aux anciens chefs d'État qui sont condamnés pour coup d'État. Vous voyez, bon. Donc on voit qui est dans le viseur. Et maintenant, des mobilisations sont des mobilisations qui ont comme slogan « pas d'amnistie ». Sem anistia, c'est-à-dire reprendre le mot qui a été le mot pour dénoncer l'amnistie de 79 quand elle était appliquée aux militaires. Elle a été revendiquée pour l'appliquer à des prisonniers politiques, mais c'est toujours le même vocabulaire, le vocabulaire de la justice, le vocabulaire de la vérité et le vocabulaire de plus jamais le coup d'État qui est actuellement le plus présent dans les mobilisations progressistes au Brésil. J'arrête là et je vous remercie. Merci beaucoup. Il nous reste un peu plus de 10 minutes pour quelques questions à Pessac ou dans les autres salles. Le numéro va s'afficher sur l'écran. Oui, merci et bravo pour votre intervention que j'ai trouvée très claire et très riche. J'ai deux questions. Que sont devenus le président et le gouvernement à l'arrivée de la dictature? Et puis deuxième question, quel a été le rôle de l'Église catholique pendant cette période? On prend plusieurs questions, je fais ping-pong. Ok. Alors, Joan Goulart a été exilé. Alors, il était déjà le vice-président, en fait. Donc, il n'y avait pas de vice-président. Il y avait déjà le président qui avait démissionné et c'était le vice-président. Donc, il n'y avait que ce personnage-là. Joan Goulart s'est exilé en Uruguay et il est décédé en Uruguay dans des circonstances assez obscures, comme un autre ancien président progressiste, Juscelino Kubitschek, en 1976, si je ne m'abuse. Donc, il n'a pas eu de postérité politique personnel, puisqu'il est mort avant la fin de la dictature. Quant à l'Église catholique, alors l'Église catholique était déchirée au moment du coup d'État entre une hiérarchie conservatrice, un épiscopat conservateur qui va embrasser véritablement le coup d'État et appuyer dans ses plus hautes instances le coup d'État, et une base, en particulier à partir de comités de base qui sont très influencés par la théologie de la libération et qui va être au contraire une force spirituelle et politique qui nourrit une opposition, y compris très radicale, à la dictature, mais qui ne peut pas avoir une influence politique dans les hautes instances de l'État parce que l'ensemble de la hiérarchie adhère au régime militaire. À partir des années de plomb, des circulations internationales, y compris qui passent par le Vatican et qui passent par d'autres églises nationales sur l'atteinte des graves atteintes aux droits humains, va faire basculer une partie de la hiérarchie dans l'opposition au régime militaire ou au moins dans des fortes pressions et utiliser les espaces ecclésiastiques pour mener les fidèles à se poser des questions sur l'autoritarisme militaire. Donc finalement, en fait, dans les années 70, l'Église catholique va plutôt être une force qui va ébranler l'appui des classes moyennes, en particulier dans le régime militaire. Pour faire court, c'est ça. Une question ici. Oui, bonjour, merci pour cet exposé. Effectivement, comme vous l'avez dit, moi j'ignorais ce pan de l'histoire brésilienne. Ma question, elle est plutôt d'actualité. Actuellement, Lula, qui est étiqueté progressiste, soutient des dictatures, chinoises notamment, s'oppose aux sanctions contre Poutine. Et est-ce que dans ses prises de position, il est suivi par sa population ou pas ?
parce que son comportement l'apparaît assez paradoxal. Alors, c'est une question qui est difficile à répondre. Il y a deux choses à distinguer. Lula, c'est quelqu'un, et pourtant, il a été accusé par ses opposants et ses détracteurs d'être une figure de populiste qui associe l'idée d'un pouvoir personnel et autoritaire. Sur le plan intérieur, on ne peut pas vraiment reprocher au Parti des travailleurs, et à Lula encore moins, d'avoir entravé les règles de fonctionnement démocratique, d'équilibre institutionnel. Lui-même, quand il a été condamné, il a été en prison, il a attendu le résultat. Donc c'est quelqu'un dont on peut considérer, à la différence de tout un tas de figures autoritaires à classer à gauche dans le sous-continent. Et il y en a qu'on ne peut pas considérer dans la même catégorie que des Maduro ou des... voilà. Bon. Sur la question de la place qu'on donne aux droits humains dans les choix de politique internationale, vous êtes une question absolument pertinente, très déstabilisante, effectivement, quand on a un regard de gauche européenne qui considère que le socle de des valeurs progressistes, c'est le respect des droits humains, et qui n'est pas mis en avant par une partie des gauches latino-américaines. Et en ce sens, Lula, il est plutôt modéré par rapport à toute une partie de son parti et des partis de gauche des pays voisins qui considèrent que la géopolitique, ça se pense avec une grille de lecture géopolitique qui est non seulement inattentive, un peu stalinienne si vous voulez, inattentive à la question des droits humains. On regarde qui est contre l'Empire et on appuie qui semble être son opposant. Non seulement héritage de ça, et qui plus est, assez peu attentive aux remaniements très récents qui font que la Russie n'est pas forcément un contrepoids aux États-Unis de Trump. Enfin, peut-être si vous comprenez mieux la géopolitique que moi, mais on ne sait pas exactement là si on est dans une guerre froide dans un Yalta, on ne sait pas quels sont les accords préalables qui sont faits entre des personnes qui sont tous des personnages d'extrême droite. En fait, Poutine, c'est quelqu'un d'extrême droite tout autant que Trump. Donc voilà, à la fois Lula, c'est un démocrate, et comme toute une partie des gauches latino-américaines, leur ADN, c'est l'anti-impérialisme en fait. Et l'intégration d'un logiciel de droits humains, il a été beaucoup plus incomplet que dans les gauches européennes, où ça a été la grande révolution des années 70. C'est devenu le logiciel de la gauche, les droits humains. En Amérique latine, bien sûr, oui, suite aux dictatures, mais en politique internationale, cette manière de voir les choses autour des grandes puissances et d'une multipolarité fait obstacle à une lecture en termes de droits humains, de l'appui et la proximité avec des régimes. Mais après, il y a des raisons de liens économiques. La Chine et le Brésil, c'est des partenaires commerciaux absolument indispensables. Et il y a de la réelle politique aussi, au-delà de l'idéologie. Merci pour cette conférence. Pouvez-vous développer le fait que la population est de plus en plus d'extrême droite quand Bolsonaro arrive au pouvoir ? Vous l'avez un peu dit, mais... Comment ? Oui. Vous l'avez déjà un peu dit, mais... Oui, c'est-à-dire que c'est une réalité qui fait que lorsqu'un pouvoir a accès aux outils de régulation de la communication, des chaînes de télévision, quand l'outil de régulation de ce qui fait le jeu public, c'est un pouvoir d'extrême droite, eh bien, tout ce qui constitue une opinion publique d'extrême droite se trouve particulièrement libéré. Non seulement les outils de communication, les grands médias, mais aussi la régulation des réseaux sociaux, mais aussi la latitude énorme donnée à des églises évangéliques qui avaient déjà extrêmement poussé vers un sens conservateur la population à avoir plus de pouvoir, plus de temps d'antenne, plus de possibilités de racheter des chaînes de télévision. Donc il y a cette dimension-là, simplement de politique publique. Et puis il y a aussi le fait que quand il y a les plus hautes figures de l'État qui disent des choses, ça devient dissible. Ce qui était un peu difficile à dire, où il y avait tonton Robert, désolé pour les gens qui s'appellent Robert, mais au dîner de famille qui disait un truc horrible, raciste et tout ça, c'est tonton Robert, on va le garder au dîner, mais quand même c'est un peu gênant. Quand c'est le président de la République qui dit ça, qui dit que les indigènes, qui dit que quand il arrive dans une communauté de population afrodescendante, qui dit que quand même vous faites pas grand-chose, on va vous peser. Il utilise la mesure qui était celle utilisée pour peser les esclaves, ou quand il va dans
un territoire indigène et qui dit que ça se voit qu'ils n'ont pas eu d'antibiotiques tout en laissant mourir de population. À la Trump, en fait. Ça libère une parole qui fait que tout devient dissible. Il y a un changement des frontières du dissible dans l'espace privé, dans l'espace semi-public des réseaux sociaux et dans l'acceptation des figures politiques. Ce qui fait que ce qui est hyper choquant, hyper vulgaire, hyper violent, qui était quelque chose qui mettait en marge, devient un capital politique. Ça rend différent, ça rend un peu subversif, on a l'impression qu'on passe hors du politiquement correct, et quand c'est validé par la plus haute figure du pouvoir, eh ben, ça a tendance, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu dans les conversations. En 2018, Bolsonaro, c'était un personnage, on n'a rien tenté, pourquoi pas lui? Et en 2022, les gens qui n'ont... Oui, je sais bien, je pense comme vous. En 2022, il y avait des gens qui adhéraient à l'intégralité de la structure de discours. Heureusement, la population de l'autre côté s'est mobilisée en se disant c'est pas possible en fait. Mais ce qui a fait que Bolsonaro a perdu, c'est uniquement la pandémie. C'est parce que tout le monde a eu quelqu'un qui est mort et que les gens ont responsabilisé le gouvernement fédéral, sinon ils gagnaient les mains dans les poches. Donc bon. Alors, une autre question. Bonsoir, bonne année. Voici ma question. Y a-t-il des preuves documentées d'une collaboration opérationnelle entre la PIDE et la dictature au Brésil pour la surveillance des opposants en exil? La PIDE au Portugal. Ah oui, d'accord. Alors oui, alors je suis pas spécialiste de la question. Faudrait demander à des spécialistes, en particulier du Portugal. Peut-être que Rodrigo, qui est là dans la salle, je sais pas s'il est là, Rodrigo. C'est un spécialiste meilleur que moi. Bon, il est là, il lève la main. Sur les collaborations policières, on sait qu'il y a eu des collaborations policières importantes avec la police britannique, avec la police française, qu'il y a eu des locaux, avec des concessions de locaux, et on sait qu'il y a eu des collaborations aussi à la fin du régime salazariste. Après, je ne sais pas exactement, ça n'a pas du tout eu l'ampleur du Condor, par exemple, de collaboration. Et il y avait peu d'exilés au Portugal. Les exilés au Portugal sont arrivés après la révolution des œillets, et une partie sont partis en Afrique. Donc, j'ai le souvenir qu'il y a eu des collaborations, quel a été l'impact concret sur des populations exilées qui, de toute façon, on ne s'exilait pas au Portugal avant 1974, et après 1974, il y avait d'autres endroits où s'exiler. Donc, bon. Alors, j'ai très mal répondu à cette question, mais j'assume mon incompétence. Désolée à la personne qui m'a posé la question. Alors, un dernier message. J'ai assisté à la conférence au cinéma Castillet de Perpignan. Je tiens à féliciter l'intervenante pour la clarté et la vigueur de son propos, Françoise. Merci beaucoup. Merci Françoise. Sans amnistie pour ce qui concerne le Brésil, et beaucoup de courage aux forces progressistes de tous les pays du monde. Merci.